Au plus profond du cœur de la philosophie grecque ancienne, parmi les réflexions infinies sur l'être et la connaissance, Platon, l'un des penseurs les plus éminents de l'Antiquité, a offert une métaphore unique et profonde pour nous aider à comprendre l'âme humaine, l'image saisissante d'un char. Cette allégorie, que l'on découvre dans son dialogue intitulé Phèdre, n'est pas une simple description artistique, mais bien une explication exhaustive de la structure intérieure de l'être humain, de ses aspirations, de ses conflits et de son potentiel. Platon imaginait l'âme non comme une entité monolithique, mais plutôt comme l'interaction dynamique et subtile de trois éléments fondamentaux, où chacun d'eux joue un rôle qui lui est absolument propre et irremplaçable. Au centre de cette puissante métaphore se tient l'orige, le cocher. Il est la personnification même de la partie rationnelle de l'âme, que Platon nommait le logos. Il ne s'agit pas simplement de la faculté de penser ou de raisonner logiquement. Le logos est bien plus. C'est l'aspiration ardente vers la vérité, la quête de l'essence des choses, le désir profond de sagesse. L'orige est notre guide intérieur, celui qui s'efforce de saisir les principes supérieurs de l'existence, de discerner avec clarté le bien du mal, la vérité du mensonge. Il est armé de savoir, de prudence et de la capacité d'analyse rationnelle. Sa tâche est de choisir la voie en toute conscience, en se laissant guider non par les émotions ou les instincts, mais par une compréhension profonde de ce qui est juste et de ce qui est meilleur. La partie rationnelle de l'âme aspire à l'ordre, à l'harmonie, à une connaissance véritable qui transcende la simple expérience des sens. Elle est cette voie intérieure qui nous indique les repères moraux, nous orientant ainsi vers l'accomplissement d'une vie vertueuse. Sans sa direction éclairée, l'âme errerait sans fin dans les ténèbres de l'ignorance et du chaos. Aux côtés de l'orige, attelé au char, se trouvent deux chevaux qui symbolisent les autres parties de l'âme, de nature très différente. Le premier cheval est une noble créature, au port altier pleine de force et de dignité. Ce coursier incarne la partie ardente et volontaire de l'âme, que Platon appelait le thumos. Le thumos n'est pas une simple capacité à désirer. C'est un moteur intérieur qui tend vers l'honneur, la reconnaissance et la gloire. Il est la source du courage, de la vaillance, de la capacité à surmonter les obstacles et à endurer les épreuves. Le cheval noble est docile à la voix de l'orige, ses mouvements sont assurés et résolus, et il est prêt à déployer tous ses efforts pour atteindre le but fixé, si celui-ci correspond à son aspiration à la noblesse. Il symbolise notre capacité à nous affirmer, à lutter pour la justice, à défendre nos convictions, même face au danger. Cette partie de l'âme est cette force intérieure qui nous aide à suivre les commandements de la raison, même lorsque cela exige des efforts et un sacrifice de soi. Le thumos dote l'être humain de ferveur, de persévérance et de la capacité à s'autodiscipliner. Il aspire à la grandeur et à la perfection dans ses actions, se révélant être l'allié naturel de la raison dans sa quête du bien. Le second cheval, quant à lui, est rétif, désobéissant, débordant de passion et de désirs insatiables. Ce cheval symbolise la partie désirante et passionnée de l'âme, que Platon nommait l'épithumia. L'épithumia est liée à tous les besoins corporels et aux plaisirs des sens. La faim, la soif, la sexualité, la recherche du confort, de la richesse, la paresse. Ce cheval ne se soumet pas toujours à l'orige. Ses instincts sont puissants et il tire souvent le char dans des directions opposées, le tentant par des satisfactions immédiates et des séductions sensuelles. L'épithumia peut se montrer têtue, incontrôlable et même dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Elle est la source de nombreux conflits au sein de l'âme, car ses désirs entrent fréquemment en contradiction avec les fins rationnelles de la raison et les nobles élans de la partie volontaire. Sans un contrôle adéquat de la part de la raison, la partie passionnée peut égarer l'être humain sur le chemin du vice, où les plaisirs éphémères l'emportent sur le bien à long terme et les principes moraux. Ainsi, Platon nous dépeint l'âme humaine comme un mécanisme complexe, où trois forces distinctes interagissent en permanence. La tâche de l'orige, la partie rationnelle,
ne consiste pas à anéantir ou à réprimer brutalement les chevaux, mais bien à harmoniser leurs mouvements, à canaliser leur énergie dans la bonne direction. Ce n'est qu'à cette condition que le char de l'âme pourra s'élancer vers sa véritable destination, la contemplation du bien, le perfectionnement de soi et une vie heureuse et vertueuse. Cette métaphore souligne le rôle fondamental de la raison en tant que force directrice, qui doit maintenir un équilibre délicat entre les nobles aspirations de la volonté et les pulsions puissantes, mais souvent chaotiques, des passions. Sans un tel équilibre, l'âme serait perpétuellement déchirée entre des désirs contradictoires, sans jamais atteindre la paix intérieure et la plénitude. Comprendre cette structure est le premier pas vers la connaissance de soi et le développement d'une conduite éthique, car c'est seulement en prenant conscience de ces forces intérieures que nous pouvons apprendre à les gouverner. Maintenant que nous nous sommes immergés dans la métaphore platonicienne du char, où l'âme se révèle comme l'unité d'un aurige et de 2 chevaux, le moment est venu d'examiner plus attentivement la figure clé de cette représentation, l'aurige lui-même. Dans la philosophie de Platon, l'aurige ne se contente pas de diriger le char. Il est l'incarnation de la partie rationnelle de l'âme, que la langue grecque nomme le logos. Ce concept est absolument central dans l'ensemble du système éthique et épistémologique de Platon, car c'est précisément en lui que le philosophe voyait la capacité de l'être humain à connaître, à se perfectionner et à mener une vie morale. Le logos n'est pas simplement l'intellect au sens moderne du terme, qui se limiterait à la seule faculté de pensée logique ou de résolution de problèmes. Pour Platon, le logos est un phénomène bien plus vaste et bien plus profond. Il embrasse la capacité de connaître la vérité. Non pas la vérité du monde sensible qui est en perpétuel changement, mais celle des idées éternelles et immuables. C'est la raison, selon Platon, qui est l'unique instrument permettant à l'homme de s'élever au-delà du monde illusoire des impressions sensorielles, pour contempler les formes parfaites et idéales. L'aurige aspire à voir les choses telles qu'elles sont en leur essence, à discerner le fond de l'apparence, l'éternel du périssable. Cette aspiration à la connaissance véritable fait du logo la partie la plus haute et la plus noble de l'âme. La fonction de l'aurige, c'est-à-dire de la partie rationnelle, consiste à gouverner et à ordonner. Imaginez un cocher qui posséderait non seulement la force de tenir fermement les rênes, mais aussi la sagesse de voir la route, de connaître le but du voyage et d'anticiper les obstacles. De la même manière, la raison doit diriger les autres parties de l'âme, la partie ardente et la partie passionnée. Cette direction n'est en rien une suppression ou une destruction des autres parties, mais bien plutôt leur harmonisation. La raison, tel un chef d'orchestre expérimenté, cherche à faire en sorte que chaque instrument, la volonté et les passions, joue à l'unisson, créant ainsi l'unique et douce mélodie de l'âme. C'est elle qui détermine quels désirs sont opportuns, quelles actions sont justes et quelles aspirations sont nobles. L'une des caractéristiques essentielles du logo est la prudence. C'est la capacité d'exercer un jugement pondéré, de faire un choix rationnel entre différentes options. La prudence permet à l'aurige d'évaluer la situation, de prévoir les conséquences de ses décisions et de choisir le chemin qui mène au bien véritable. Elle est l'antithèse même de l'impulsivité et de l'irréflexion qui animent si souvent la partie passionnée de l'âme. La raison possède également la faculté d'autoréflexion, d'analyse de ses propres pensées et de ses propres motifs. Cela lui permet de se perfectionner sans cesse, d'apprendre de ses erreurs et de devenir un guide toujours plus sage. Platon soulignait que la partie rationnelle est précisément le siège de la vertu cardinale, la sagesse. Pour lui, la sagesse n'est pas une simple accumulation de savoir, mais une compréhension profonde des principes universels qui régissent le monde et la vie humaine. C'est la capacité de voir la vérité, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et de construire sa vie en conséquence. L'aurige sage sait où et pourquoi il mène son attelage, car il est conscient de sa finalité supérieure. Il est la lumière qui vient dissiper les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. La partie rationnelle de l'âme,
joue également un rôle décisif dans la formation du choix éthique. Toutes les décisions morales, selon Platon, doivent émaner de la raison. Car c'est la raison seule qui est capable de discerner le bien véritable du bien illusoire, par lequel la partie passionnée nous tente si souvent. Lorsqu'une personne fait un choix en se laissant guider uniquement par ses désirs ou ses émotions, elle agit de manière déraisonnable, et ses actions peuvent conduire au chaos et à la souffrance. En revanche, si le choix est fondé sur une réflexion rationnelle et une aspiration à la vérité, il mène à l'harmonie et à la justice, tant dans le monde intérieur de l'individu que dans ses interactions avec le monde extérieur. Dans la métaphore du char, la tâche de l'aurige est loin d'être aisée. Il est soumis à la pression constante de 2 puissants chevaux, chacun possédant sa propre nature et ses propres élans. L'aurige avisé ne cherche pas à briser la volonté des coursiers, mais il canalise leurs forces pour atteindre un objectif commun. Il utilise l'énergie de la partie ardente pour une avancée déterminée tout en maîtrisant la partie passionnée et rétive, afin que ses désirs ne fassent pas dévier le char de sa course. Cela exige une attention de chaque instant, une maîtrise de soi et une compréhension profonde de la nature de ses propres aspirations, comme de celles des autres. En somme, le logos n'est pas un simple concept philosophique abstrait, il est une force vivante, active en chaque être humain, qui aspire à la connaissance, à l'harmonie et à l'édification d'une vie vertueuse. C'est précisément grâce à la partie rationnelle que nous pouvons nous élever au-dessus de nos instincts et de nos émotions pour devenir les véritables maîtres de notre destinée et diriger notre propre char intérieur vers les plus hauts sommets. Le rôle de l'aurige est d'illuminer, de guider et d'ordonner, assurant ainsi la cohérence intérieure et la progression vers l'idéal. Poursuivant notre voyage au sein de l'allégorie platonicienne de l'âme-char, nous tournons à présent notre attention vers le deuxième participant, non moins essentiel, de cette composition imagée, le noble coursier. Ce cheval, à la différence de son rétif compagnon d'attelage, est l'incarnation de la partie ardente et volontaire de l'âme, que Platon nommait le thumos. Le thumos est une force puissante, une énergie vive qui, sous la conduite avisée de l'aurige, doit servir de moteur pour l'accomplissement des plus hautes aspirations. Le thumos n'est pas simplement une volonté brute ou un désir pur. C'est cet aspect de notre âme qui aspire à l'honneur, à la gloire, à la reconnaissance et à la justice. Il ressent un élan intérieur vers la noblesse, vers la dignité, vers la perfection morale. Ce coursier symbolise notre capacité au courage et à la vaillance, non seulement physique, mais aussi et surtout moraux. Il ne craint pas les difficultés, il est prêt à surmonter les obstacles et à endurer les épreuves au nom d'idéaux supérieurs. Lorsque la raison, l'aurige, indique le droit chemin, le thumos est cette force intérieure qui suit avec résolution ce commandement, même si cela exige des efforts, des renoncements, ou même d'affronter le danger. La particularité du noble coursier réside dans sa soumission naturelle à la raison. Contrairement à la partie passionnée qui s'oppose fréquemment aux directives rationnelles, le thumos, étant par essence noble, est enclin à obéir à la sagesse. Il éprouve une attirance innée pour ce qui est juste, pour ce qui est droit. Son énergie peut être canalisée pour défendre la vérité, protéger les plus faibles, ou œuvrer pour le bien commun. C'est cette part de nous-mêmes qui suscite le sentiment d'indignation face à l'injustice, qui nous pousse à nous battre pour nos convictions, et qui nous donne la force de nous en tenir à nos principes. Le courage est la vertu centrale associée au thumos. Pour Platon, le courage n'est pas une témérité irréfléchie, mais la capacité de conserver le juste jugement de la raison sur ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre, même face au danger, à la douleur ou aux tentations. C'est la capacité de surmonter la peur et de demeurer fidèle à ses convictions, au moment même où le cheval rétif des passions cherche à fuir ou à succomber à la facilité. Le courage permet à la partie ardente de l'âme d'aider efficacement la raison à maîtriser les passions, les empêchant ainsi de faire dévier le char de sa course. Il se manifeste par la détermination et la constance dans le respect des principes moraux.
Outre le courage, le noble coursier symbolise notre autodiscipline et notre maîtrise de soi. Lorsque la raison établit des règles et des limites, le thumos est cette partie de l'âme qui nous aide à les respecter. Il nous donne la force de renoncer au plaisir immédiat, au profit d'objectifs à long terme, de soumettre nos désirs à des aspirations plus élevées. C'est notre ténacité intérieure, celle qui ne nous laisse pas abandonner face aux difficultés, mais qui, au contraire, mobilise toutes nos forces pour les surmonter. Le thumos nous inspire à accomplir des hauts faits, à rechercher notre propre perfection et à avoir la capacité de tenir bon. La partie ardente de l'âme joue un rôle absolument crucial dans la formation du caractère. C'est précisément elle qui sert de fondement au développement de qualités telles que la détermination, la persévérance et la responsabilité. Sans un thumos puissant, la raison la plus sage pourrait se trouver impuissante face à l'assaut des passions ou aux obstacles extérieurs. Il est le pouvoir exécutif de l'âme, celui qui traduit les décisions de la raison en réalité. Lorsqu'une personne prend la décision d'agir conformément à ses principes moraux, c'est le thumos qui lui fournit la force intérieure pour la mettre en œuvre. Cependant, comme toute autre partie, le thumos a lui aussi besoin d'être guidé par la raison. Si la partie ardente agit seule, sans une orientation adéquate, elle peut devenir une source d'orgueil, d'arrogance, d'agressivité ou d'un entêtement déraisonnable. Une volonté incontrôlée peut se transformer en une force destructrice qui cherche la gloire pour la gloire, le pouvoir pour le pouvoir, au lieu de servir des fins supérieures. Le noble coursier, s'il n'est pas guidé, peut s'élancer aveuglément, ignorant les dangers pour lui-même ou pour les autres. C'est pourquoi l'Aurige doit tenir les rênes fermement, afin de diriger cette puissante énergie vers des buts constructifs et nobles, et non vers des aspirations destructrices ou égoïstes. Dans une âme harmonieuse, selon Platon, le thumos est le fidèle allié de la raison. Il agit comme un gardien ou un protecteur des décisions rationnelles, les aidant à résister aux tentations et aux pressions extérieures. Cette coopération est le gage de l'intégrité intérieure et de la capacité d'une personne à vivre en accord avec ses principes les plus élevés. Une partie ardente forte permet de réaliser les aspirations intellectuelles et de maîtriser les passions, créant ainsi une base solide pour une vie vertueuse. C'est un élan intérieur vers la grandeur et la perfection, guidé par la sagesse de la raison. Ainsi, le noble coursier de la métaphore platonicienne n'est pas un simple symbole d'émotion ou d'instinct, mais bien l'incarnation d'une force intérieure ardente, qui aspire à la perfection morale, et qui est prête à se soumettre à la sagesse de la raison. Il est la source de notre courage, de notre autodiscipline et de notre capacité à surmonter les défis de la vie, pourvu que son énergie soit correctement orientée par l'Aurige. C'est cette part de nous-mêmes qui nous permet de devenir constants et persévérants dans notre quête du bien. Après avoir examiné en détail les rôles de l'Aurige empli de sagesse, personnification de la raison, et du noble coursier, incarnation de la partie ardente de l'âme, le moment est venu de nous plonger dans la nature du dernier, mais non moins significatif, participant de l'allégorie platonicienne, le cheval rétif. Ce cheval symbolise la partie passionnée de l'âme, que Platon nommait épithumia. L'épithumia est la force la plus basse, mais en même temps la plus puissante et la plus immédiate, une force qui exige une gratification instantanée, se trouvant dans un mouvement et une quête perpétuelle. L'épithumia n'est pas une simple somme de désirs isolés, mais bien la sphère entière de nos besoins corporels et de nos plaisirs sensuels. Elle englobe les instincts fondamentaux qui assurent notre existence physique et notre survie, la faim, la soif, les appétits sexuels. En outre, elle inclut des aspirations plus larges au confort, au bien-être, au repos, à l'évitement de la douleur et de l'inconfort. C'est également l'attrait pour les biens matériels, la richesse, le luxe, ainsi que le désir de divertissement, la paresse, la recherche des chemins faciles dans la vie. Le cheval rétif est un symbole éclatant de notre nature intérieure qui recherche constamment une satisfaction immédiate, se concentrant sur le présent et ne songeant que rarement aux conséquences à long terme de ses impulsions.
Sa motivation principale est le plaisir, et il cherche à l'atteindre à tout prix s'il n'est pas contenu. Cette partie de l'âme se caractérise par son insatiabilité et son inconstance. Tel un tonneau sans fond qu'il est impossible de remplir, l'épithumia aspire toujours à quelque chose de plus, à quelque chose de nouveau, et sa satisfaction ne se révèle souvent que temporaire, donnant naissance à de nouvelles et incessantes convoitises. Aujourd'hui, c'est un plaisir, demain, ce sera un autre. Elle peut être avide, gloutonne, encline à l'excès en toutes choses, dans le manger, dans le boire, dans les loisirs. Ces impulsions sont extraordinairement puissantes et entrent souvent en conflit direct avec les décisions rationnelles de la raison et les nobles élans de la partie ardente. C'est précisément ce cheval qui tire le char de part et d'autre, sans prêter attention au chemin choisi par l'orige, dès lors qu'il est séduit par l'herbe grasse sur le bas-côté, par un objet brillant ou par une source d'eau fraîche. Il suit ces élans instantanés sans réfléchir à leur pertinence ou à leurs conséquences. La désobéissance du cheval rétif est l'une de ses caractéristiques fondamentales. Il n'est pas enclin à se soumettre à l'orige, la raison, de manière automatique ou volontaire. L'épithumia agit souvent selon le principe du « je le veux ici et maintenant », ignorant les arguments rationnels ou les limites morales posées par la raison. Cela mène à des conflits intérieurs lorsque l'individu prend conscience que certains désirs sont nuisibles, déraisonnables ou même immoraux, mais que la partie passionnée insiste malgré tout pour les satisfaire, créant un profond désarroi intérieur. Cette lutte intérieure constante rend le gouvernement de l'âme si complexe, mais en même temps si crucial pour chaque être humain. Le rôle de la partie passionnée dans la vie humaine est double, et il ne faut pas le réduire à son seul aspect négatif. D'une part, l'épithumia est la source de notre énergie vitale et une force motrice. Sans les désirs fondamentaux, comme la faim, la soif ou le besoin de sommeil, l'être humain ne pourrait survivre ni maintenir son existence. Ce sont les passions qui nous poussent à l'action, à la recherche de nouvelles expériences, à la création, au développement. Un sain appétit pour la vie, l'aspiration à jouir de la beauté, par exemple, le plaisir de la musique, de l'art, de la nature, la joie de la compagnie, tout cela relève de la sphère de l'épithumia lorsqu'elle se trouve sous le juste contrôle de la raison. Elle donne à la vie ses couleurs, ses émotions, son dynamisme. Cependant, d'autre part, si l'épithumia n'est pas maîtrisée par la raison, elle peut devenir une source de vice et de souffrance. Des désirs incontrôlés peuvent mener à la gourmandise, à la luxure excessive, à la paresse, à l'avarice, à la colère, à l'envie et à d'autres passions destructrices, qui ruinent tant le monde intérieur de l'individu que ses relations avec son entourage. Lorsque le cheval rétif prend le dessus, le char de l'âme peut quitter le droit chemin, s'égarer dans de dangereux fourrés ou chuter dans l'abîme de l'autodestruction. L'être humain, entièrement soumis à ses passions, perd sa capacité de pensée rationnelle, de choix moral, de maîtrise de soi. Il devient l'esclave de ses désirs, ce qui contredit l'idéal platonicien d'une vie vertueuse et libre, où l'homme est lui-même le maître de sa destinée. C'est pourquoi Platon insistait sur la nécessité critique de maîtriser la partie passionnée. Cela ne signifie pas une suppression totale des désirs, car ce serait impossible et, surtout, non souhaitable. Une répression complète pourrait mener à l'apathie, à la perte de l'énergie vitale et de la joie. Le but est l'harmonisation, apprendre au cheval rétif à obéir à l'orige, en lui permettant d'obtenir du plaisir, mais avec mesure et conformément à des limites raisonnables. C'est ici qu'intervient la tempérance, ou la modération, ou la vertu, qui permet à l'orige, la raison, de gérer efficacement les passions, sans les laisser devenir incontrôlables. La tempérance suppose la capacité de distinguer les désirs sains et bénéfiques des pulsions excessives et nuisibles, qui peuvent nuire tant à l'individu lui-même qu'à son entourage. C'est l'art de trouver le juste milieu entre la satisfaction absolue et la répression complète. Dans le système de Platon, le cheval rétif représente une épreuve constante pour l'orige.
C'est un défi dynamique qui exige de la raison non seulement du savoir, mais aussi de la force de volonté et une capacité de maîtrise de soi. L'interaction entre la raison, la volonté et les passions est ininterrompue et requiert une attention permanente. L'état d'harmonie intérieure, ou de justice de l'âme, est atteint lorsque chaque partie remplit sa fonction sous la direction de la raison. Les passions sont satisfaites avec mesure, la volonté dirige ses forces vers l'accomplissement de nobles desseins, et la raison gouverne sagement l'ensemble du système, assurant sa cohérence et sa direction. C'est seulement dans ce cas que l'âme peut progresser vers le bien véritable et le bonheur. La prise de conscience de l'existence et de la nature de ce cheval rétif est le premier pas pour le maîtriser, afin qu'il ne soit plus une source de chaos, mais une source d'énergie vitale, orientée vers le bien et le développement de la personne. Après avoir examiné en détail chacune des 3 parties de l'âme dans l'allégorie platonicienne du char, la partie rationnelle, l'aurige, la partie ardente, le noble coursier et la partie passionnée, le cheval rétif, il est temps de réunir ces éléments pour nous concentrer sur l'idée centrale de Platon. La raison est la véritable maîtresse de l'âme et doit assumer le rôle directeur. Ce principe est la pierre angulaire de sa philosophie éthique, celui qui définit le chemin vers l'harmonie, la vertu et le bonheur véritable. Platon était fermement convaincu que seule la partie rationnelle de l'âme est capable de saisir la vérité, de discerner le bien du mal et de déterminer le bien authentique pour l'être humain. À la différence des passions sensuelles, qui sont changeantes et souvent trompeuses, et à la différence des élans de la volonté qui, bien que nobles, peuvent être aveugles sans une juste orientation, la raison possède la faculté unique de connaissance rationnelle. Elle est ce phare qui illumine le chemin dans les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. La raison peut percevoir les principes universels, les idées éternelles, qui sous-tendent toute chose existante. Cela lui permet non pas de simplement réagir à des stimuli extérieurs ou à des pulsions intérieures, mais de former des décisions conscientes qui répondent aux plus hauts standards moraux. Le rôle directeur de la raison signifie qu'elle doit être le chef de l'orchestre intérieur. Elle ne doit pas réprimer les autres parties de l'âme, mais, au contraire, canaliser leur énergie dans une direction constructive. Imaginez un orchestre, chaque instrument, le violon, le violoncelle, la flûte, possède sa voix unique et son potentiel. Mais sans un chef d'orchestre qui connaît la partition et qui est capable de coordonner leurs efforts, il n'en résulterait qu'un bruit chaotique. Il en va de même pour l'âme. Les passions donnent l'énergie vitale, la volonté donne la force d'agir, mais seule la raison peut créer à partir de cela l'harmonieuse symphonie de la vie. C'est elle qui décide quand et comment la voix de chaque partie doit se faire entendre. C'est la raison seule qui est capable de déterminer le but du voyage du char. Les passions recherchent une satisfaction immédiate, la volonté aspire à la reconnaissance. Mais seule la raison peut voir le tableau d'ensemble, prendre conscience de la véritable finalité de l'existence humaine. Cette finalité, selon Platon, réside dans l'accomplissement du bien, du vrai et du beau, dans le développement des vertus et de la justice intérieure. La raison fixe des objectifs à long terme, qui transcendent les désirs éphémères et élabore une stratégie pour les atteindre. Elle est en quelque sorte l'architecte qui conçoit le plan et la structure de la vie, tandis que les autres parties de l'âme sont les bâtisseurs qui réalisent ce plan sous sa direction. La maîtrise des passions est l'un des aspects les plus cruciaux du rôle directeur de la raison. Le cheval rétif de l'épithumia cherche constamment à satisfaire ses désirs, sans se soucier des conséquences. La raison, avec l'aide de la modération, doit contenir ses pulsions, en ne leur permettant de se manifester que dans des limites acceptables. Cela ne signifie pas une répression ascétique de tous les désirs, mais leur organisation intelligente. Par exemple, la raison permettra à un homme de manger pour entretenir sa vie, mais ne laissera pas la gloutonnerie nuire à sa santé. Elle permettra l'aspiration aux biens matériels comme moyen de subsistance, mais n'admettra pas l'avarice qui conduit à l'injustice. C'est l'art subtil de l'équilibre, où la raison sert de mesure. En même temps,
la raison doit diriger la partie ardente. Le noble coursier, le thumos, est plein d'énergie et d'élan pour l'action, mais sans la direction sage de la raison, son énergie peut être dépensée en vain ou même devenir destructrice. Par exemple, le courage sans la raison peut se transformer en témérité, l'aspiration à la gloire en vanité et la défense de la justice en une agression incontrôlée. La raison oriente la partie ardente vers des fins nobles, vers le développement d'un courage véritable qui sert la vérité, et non des ambitions égoïstes. Elle est la boussole qui indique la direction à la volonté puissante, afin qu'elle ne s'égare pas. Ainsi, le rôle directeur de la raison est le gage de l'harmonie et de l'intégrité intérieure. Lorsque la raison gouverne, chaque partie de l'âme remplit sa fonction comme il se doit, sans entrer en conflit avec les autres. Cela crée un état de quiétude et d'équilibre intérieur que Platon identifiait à la justice de l'âme. Une telle âme, tel un char bien mené, avance avec assurance vers son but, sans dévier de sa course, sous l'influence des tentations extérieures ou des conflits intérieurs. L'individu chez qui la raison est maîtresse est maître de lui-même, et non l'esclave de ses passions. Ignorer le rôle directeur de la raison conduit au chaos et au désordre. Lorsque les passions prennent le dessus, l'individu devient impulsif, incontrôlable, incapable d'action cohérente. Lorsque la volonté agit sans la raison, elle peut être obstinée et destructrice. Dans les deux cas, l'équilibre intérieur est rompu, ce qui mène à l'insatisfaction, à la souffrance et à la perte de la capacité au bonheur véritable. Platon considérait une telle vie comme indigne de l'être humain, car elle ne réalise pas son plus haut potentiel. L'éducation et la formation, selon Platon, doivent viser précisément le développement de la partie rationnelle de l'âme. Cela signifie non seulement l'acquisition de connaissances, mais la formation de la capacité de pensée critique, de réflexion philosophique sur l'existence, de compréhension des principes éternels. C'est un processus qui dure toute la vie, une amélioration constante de l'orige, pour qu'il devienne toujours plus sage, plus clairvoyant et plus habile à conduire son char intérieur. En conclusion, dans la philosophie de Platon, la raison n'est pas simplement une des parties de l'âme, mais bien son architecte principal, son stratège et son guide. Son rôle directeur est fondamental pour atteindre l'harmonie intérieure, la vertu morale et une vie humaine pleinement accomplie, où l'individu choisit consciemment le chemin vers le bien véritable. Nous avons désormais examiné en détail chacune des trois parties de l'âme dans l'allégorie platonicienne du char. La partie rationnelle, l'orige, la partie ardente, le noble coursier, et la partie passionnée, le cheval rétif. Nous avons également pris conscience du rôle prépondérant de la raison en tant que maîtresse de l'âme. Il nous faut à présent, dans une suite logique, nous plonger dans l'immense portée de la gouvernance de la raison pour l'accomplissement de la paix intérieure et de l'harmonie générale de l'existence humaine. Platon soulignait que sans le rôle dominant, directeur et ordonnateur de la raison, l'âme plonge inévitablement dans le chaos, la discorde, les conflits perpétuels et une souffrance sans fin, perdant ainsi son intégrité, sa capacité à agir de manière productive et, ce qui est le plus important, sa capacité au bonheur véritable. Ce n'est pas là une simple directive théorique, mais un principe d'une importance vitale pour quiconque aspire à la perfection. L'aspect central et sans doute le plus important de la gouvernance de la raison est l'atteinte de l'équilibre et de l'harmonie intérieure. Imaginez un char où chaque cheval tire dans sa propre direction, ne suivant que ses propres instincts et désirs, tandis que l'orige est soit totalement absent, soit trop faible et incapable de tenir les rênes. Le résultat d'une telle absence de maîtrise serait une catastrophe inéluctable. Le char quitterait la route, se briserait, et ses passagers connaîtraient le malheur. Il en va de même pour l'âme. Les passions, le cheval rétif, de par leur nature, sont impulsives. Elles aspirent à une satisfaction immédiate, souvent irréfléchie, sans tenir compte des conséquences à long terme, des normes morales ou des contraintes rationnelles. La volonté, le noble coursier, bien que pleine d'énergie et d'élan noble, peut devenir aveugle et obstiné,
si elle ne reçoit pas une direction claire et sage de la part de la raison, risquant de s'emballer dans la mauvaise direction. Si la raison n'accomplit pas sa fonction fondamentale de régulateur, ces deux forces puissantes commencent à lutter l'une contre l'autre, créant une déchirure et un désordre infini dans l'âme. La paix intérieure, selon Platon, n'est possible que lorsque la raison agit comme le conciliateur, l'organisateur et le coordinateur suprême, orientant avec sagesse les actions de toutes les parties de l'âme, les menant vers un but unique, commun et, surtout, bon. Elle est cette force qui assure la politique intérieure de l'âme, où chaque partie occupe la place qui lui revient et accomplit sa fonction. L'absence d'une telle direction sage et constante de la part de la raison conduit à un conflit intérieur et à une profonde division de l'être. Imaginez une personne qui, par sa raison, comprend la nécessité absolue de maintenir un mode de vie sain, car telle est l'injonction de sa partie rationnelle qui aspire au bien et à la longévité. Pourtant, ses passions, incontrôlées et insatiables, l'attirent sans cesse vers une nourriture nocive, bien que savoureuse, vers la paresse et l'inaction. Ou encore cet autre exemple. Une personne sait pertinemment qu'elle doit travailler à une tâche de la plus haute importance qui lui apportera un bénéfice considérable, mais sa partie ardente, par orgueil ou obstination par exemple, refuse de coopérer, ou sa partie passionnée n'aspire qu'au divertissement, ignorant les devoirs. Cette déchirure permanente entre ce que l'on sait être juste et nécessaire, et ce vers quoi nous poussent nos désirs incontrôlés, nos émotions ou nos aspirations irréfléchies, crée un sentiment profond d'insatisfaction, une anxiété chronique, un inconfort intérieur et un désordre constant. Ce ne sont pas là de simples sensations désagréables, c'est une véritable guerre intérieure qui épuise constamment l'individu, lui dérobe son énergie et l'empêche d'agir efficacement, tant dans son monde intérieur que dans ses interactions avec le monde extérieur. De plus, ignorer le rôle directeur de la raison mène à une perte d'intégrité et à une fragmentation de la personnalité. Sans la direction avisée de la raison, l'individu devient non pas un tout unifié, mais une mosaïque d'impulsions contradictoires, de désirs incohérents et d'actions inconstantes. Ses actes deviennent chaotiques, son caractère instable et changeant. Aujourd'hui, il peut être guidé par certains principes, demain par d'autres, entièrement sous l'influence des circonstances ou des émotions. Une telle personne n'est pas, en essence, maîtresse d'elle-même, mais plutôt l'esclave sans volonté de ses passions, des tentations extérieures ou des influences fortuites. Elle perd cette colonne vertébrale intérieure qui lui permet de rester fidèle à elle-même, à ses valeurs et à ses plus hautes aspirations. La raison, au contraire, confère à l'âme unité, cohérence et stabilité intérieure, en intégrant tous ces aspects en un tout harmonieux et fonctionnel. Elle donne à l'individu le sentiment d'un centre intérieur sur lequel il peut s'appuyer pour prendre ses décisions. Une autre conséquence vitale de l'absence de la gouvernance de la raison est l'incapacité de faire un véritable choix éthique. Les décisions morales, selon Platon, ne peuvent se fonder uniquement sur les sentiments, les instincts ou les préférences personnelles, car ceux-ci sont changeants, subjectifs et souvent égocentriques. Seule la raison, qui aspire à la vérité objective, aux principes universels et au bien suprême pour tous, peut distinguer le bien véritable du bien illusoire, qui ne fait souvent que se masquer sous les apparences du bien, mais qui, en réalité, conduit au mal. Si les passions dominent, l'individu choisira ce qui lui apporte une satisfaction immédiate ou un bénéfice exclusivement personnel, même si cela nuit à autrui ou à la société dans son ensemble. Si la volonté agit sans la raison, elle peut être aveugle dans sa détermination, menant à l'imprudence, à l'agression ou à l'injustice, car son énergie n'est pas dirigée vers des fins véritablement nobles. La gouvernance de la raison permet à l'individu de faire un choix conscient, fondé et moralement responsable, un choix qui repose sur la compréhension du bien et de la justice, et qui conduit à une conduite vertueuse tant dans la vie personnelle
que dans les interactions avec la société. Cela assure une orientation morale et une responsabilité pour ses propres actes. Lorsque la raison assume son rôle directeur, elle permet à l'individu de vivre de manière consciente, réfléchie et déterminée. Il ne se contente pas de réagir aux événements qui se déroulent autour de lui, tel un navire sans gouvernail dans la tempête, mais il façonne activement sa vie, se fixe délibérément des objectifs qui correspondent à ses plus hautes aspirations, et s'efforce avec détermination de les atteindre. La raison donne à l'individu la capacité de se développer, de se perfectionner, ce qui est un processus continu. Elle analyse constamment sa propre expérience, tire les leçons de ses erreurs, cherche des voies pour améliorer toutes les parties de l'âme. Ce n'est pas un rôle passif, mais un processus actif et dynamique d'éducation constante des chevaux, afin qu'ils deviennent toujours plus dociles, plus efficaces, et qu'ils travaillent de concert, comme un mécanisme unique. Un tel développement conduit à une croissance de la force intérieure et de la sagesse. Enfin, sans la gouvernance de la raison, l'être humain ne peut atteindre le bonheur véritable, profond et durable selon Platon. Le bonheur pour lui n'est pas une simple somme de plaisirs éphémères, quelque chose d'extérieur que l'on pourrait obtenir. Au contraire, le bonheur est un état d'harmonie intérieure, de vertu et de conformité de l'âme à sa nature véritable et idéale. Si l'âme est en proie au chaos, déchirée par des conflits internes, constamment sous la pression de désirs contradictoires, elle ne peut être véritablement heureuse, même si toutes ses passions sont temporairement et superficiellement satisfaites. Le bonheur authentique et profond n'est exclusivement de l'ordre intérieur, du fait que chaque partie de l'âme accomplit sa fonction comme il se doit, sous la direction sage et impartiale de la raison. Ce bonheur est stable, indépendant des circonstances extérieures, car il émane de l'harmonie et de l'intégrité intérieure. Il est le fruit d'une vie consciente, orientée vers le bien et la vérité. Ainsi, l'importance de la gouvernance de la raison pour la paix intérieure est absolument fondamentale dans la philosophie de Platon. Elle est le gage de l'équilibre intérieur, de l'intégrité de la personne, de la capacité à faire des choix éthiques responsables, de mener une vie consciente et pleine de sens, et enfin d'atteindre un bonheur véritable et durable. Ce n'est pas un simple concept théorique pour les débats académiques, mais un chemin pratique vers le perfectionnement de soi, vers une existence harmonieuse pour l'être humain qui réalise pleinement son potentiel. La raison est la lumière qui dissipe les ténèbres intérieures, la boussole qui indique la juste direction, et l'architecte qui bâtit les fondations solides d'une vie digne. Ayant déjà établi l'importance cruciale de la gouvernance de la raison pour prévenir le chaos intérieur et atteindre l'harmonie, nous parvenons logiquement au point culminant de cette idée, la justice de l'âme. Pour Platon, la justice n'est pas une simple catégorie extérieure, relative aux lois ou aux relations entre les individus dans la société. Avant tout, la justice est un état intérieur, l'harmonie des trois parties de l'âme, lorsque chacune d'entre elles accomplit la fonction qui lui est propre sous la sage direction de la raison. C'est précisément cet ordre intérieur qui est le gage d'une vie vertueuse et d'un bonheur authentique. Imaginez un État. Si la justice y règne, alors chaque citoyen et chaque classe sociale remplit ses devoirs sans s'ingérer dans les affaires des autres, et tout cela se déroule sous la direction de sages gouvernants. De manière analogue, Platon percevait l'âme. La justice de l'âme s'accomplit lorsque la partie rationnelle, tel un sage souverain, gouverne, lorsque la partie ardente, tel un courageux gardien, soutient et protège les décisions de la raison, et lorsque la partie passionnée, telle des citoyens laborieux, satisfait ses besoins dans des limites raisonnables, sans aspirer à l'excès et sans gêner les autres parties. Lorsque cette structure interne est établie, l'âme atteint un état de fonctionnement parfait. L'harmonie du monde intérieur est l'essence même de la justice de l'âme. C'est un état où les trois forces puissantes, la raison, la volonté et les passions, n'entrent pas en conflit, ne tirent pas l'être dans des directions opposées, mais agissent de concert, tel un unique instrument de musique parfaitement accordé. C'est lorsque l'orige, la raison tient fermement les rênes,
que le noble coursier, la volonté, avance avec résolution, et que le cheval rétif, les passions, se soumet à sa direction, sans tenter de dévier de sa course pour un plaisir instantané. Cette harmonie signifie que chaque partie de l'âme se voit attribuer la place et le rôle qui lui reviennent, et qu'aucune d'entre elles ne tente d'usurper le pouvoir de l'autre. Les passions ne dictent pas leurs conditions, la volonté ne devient ni aveugle ni obstinée, et la raison demeure l'arbitre suprême et le guide. Mais pourquoi cette harmonie est-elle précisément la justice ? Selon Platon, la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Dans le cas de l'âme, cela signifie que chaque partie de l'âme doit accomplir la fonction pour laquelle elle est, par nature, destinée. La raison est destinée à gouverner, la volonté à soutenir, les passions à être satisfaites avec mesure. Lorsque cela se produit, l'âme se trouve dans un état d'intégrité et de santé intérieure. Tout comme un corps sain est un corps où chaque organe fonctionne correctement, une âme saine, c'est-à-dire juste, est une âme où toutes les parties sont dans un rapport correct, les unes avec les autres. L'absence de justice dans l'âme, c'est-à-dire sa disharmonie intérieure, conduit à une maladie de l'âme. Celle-ci peut se manifester sous diverses formes. Si les passions dominent, l'individu devient l'esclave de ses désirs, ce qui mène à une conduite insensée, à une déchéance morale et à une perte de respect de soi. Si la volonté échappe au contrôle de la raison, cela peut mener à l'arrogance, à la témérité, à l'agression et à la tyrannie. Dans tous les cas, le désordre intérieur détruit la personnalité et la rend incapable de mener une vie heureuse et épanouie. Une personne qui n'a pas de justice intérieure ne pourra pas être juste dans le monde extérieur, car ses propres actions seront le reflet de son chaos intérieur. L'accomplissement de l'harmonie intérieure et de la justice de l'âme n'est pas un événement ponctuel, mais un processus constant. Cela exige une introspection, une maîtrise de soi et une éducation continue. L'aurige, la raison, doit constamment entraîner ses chevaux, la volonté et les passions, pour qu'ils deviennent toujours plus dociles et réceptifs à sa direction. Cela signifie développer les vertus correspondantes pour chaque partie, la sagesse pour la partie rationnelle, le courage pour la partie ardente, et la tempérance, ou modération, pour la partie passionnée. Ces vertus sont les composantes inséparables de la justice intérieure, car ce sont elles qui manifestent le fonctionnement harmonieux de chaque partie de l'âme. Lorsque l'âme atteint cet état de justice intérieure, elle acquiert la capacité au bonheur véritable. Pour Platon, le bonheur n'est pas une simple somme de biens ou de plaisirs extérieurs, mais le résultat de l'ordre intérieur et de la vertu. L'homme heureux est celui dont l'âme est en harmonie, qui est guidé par la raison, et qui vit conformément aux principes les plus élevés. Un tel bonheur est stable. Il ne dépend pas des aléas du monde extérieur, car il provient d'une source intérieure. Cela confère à l'individu une liberté intérieure, une indépendance face aux dictats des désirs et aux circonstances extérieures. De surcroît, la justice intérieure est le fondement de la justice extérieure. Platon considérait qu'un individu incapable d'établir l'ordre dans sa propre âme ne pourrait être juste en société. Un État juste, selon lui, n'est possible que si ses citoyens sont eux-mêmes intérieurement justes. Ainsi, l'harmonie de l'âme individuelle est la condition préalable à l'harmonie de la société. Une personne qui a équilibré ses forces intérieures sera plus à même de comprendre et de promouvoir la justice dans ses relations avec autrui, dans son activité professionnelle et dans sa contribution à la société. En somme, la justice de l'âme, qui se manifeste par l'harmonie de ces trois parties sous la direction de la raison, constitue le plus haut idéal de Platon pour l'existence humaine. Ce n'est pas une simple abstraction philosophique, mais un cheminement pratique vers une vie pleine, sensée et heureuse, où le monde intérieur de l'individu se trouve dans un état d'ordre et d'équilibre parfait. Atteindre cet état est le but vers lequel chaque personne doit tendre, en s'éduquant elle-même et en surmontant ses contradictions intérieures.
Nous nous sommes déjà profondément immergés dans le concept de la justice de l'âme, la comprenant comme une harmonie intérieure, qui s'accomplit sous la sage direction de la raison. Il nous faut à présent, dans la continuité logique de cette réflexion, nous tourner vers un examen plus détaillé des vertus qui sont fondamentales pour établir et maintenir cette harmonie. La première est, sans aucun doute, la plus essentielle d'entre elles est la sagesse, qui est la vertu exclusive de la partie rationnelle de l'âme. Pour Platon, la sagesse est bien plus qu'une simple érudition, que l'accumulation d'une grande quantité de faits ou que de simples facultés intellectuelles. C'est un état de connaissance, de réflexion et de compréhension particulièrement profond qui permet à l'orige, la raison, non seulement de diriger efficacement l'ensemble du char de l'âme, mais aussi de le guider vers ses fins les plus hautes et les plus véritables. Platon définissait la sagesse comme la faculté de la connaissance véritable, qui se distingue fondamentalement de la simple opinion, de la croyance ou de l'impression superficielle. La simple opinion, que Platon nommait la doxa, peut être correcte par hasard, mais elle ne se fonde pas sur une compréhension profonde et systématique des causes, de l'essence et des interconnexions. La sagesse, au contraire, est le résultat de la contemplation des idées éternelles, immuables et parfaites, qui résident dans un monde supérieur, intelligible et idéal. Ce n'est pas seulement savoir comment les choses apparaissent, mais comprendre ce qu'elles sont en leur essence, leur nature véritable. L'homme sage, selon Platon, est celui qui, tel le prisonnier libéré de son allégorie de la caverne, peut voir non seulement les ombres changeantes sur le mur, mais la véritable source de lumière, l'idée du bien, qui est la source de tout être, de toute vérité, de toute beauté et de toute morale. Cela lui permet de prendre les bonnes décisions, non seulement pour son propre bien-être, mais aussi pour le bien commun, car il perçoit les principes universels. La sagesse est la vertu directrice précisément parce qu'elle fournit à la raison l'orige, le savoir, les repères clairs et les principes fondamentaux nécessaires pour gouverner avec succès les autres parties de l'âme. Sans la sagesse, la raison errerait dans les ténèbres de l'ignorance, n'ayant aucune idée claire du but véritable du voyage, ni de la manière de maîtriser efficacement les puissants coursiers, la volonté et les passions. La sagesse assure la clairvoyance et la pondération dans la prise de décision. Elle permet à l'orige de ne pas céder aux impulsions instantanées et souvent destructrices des passions, ni aux élans aveugles et irréfléchis de la volonté. Au lieu de cela, la sagesse permet de discerner les conséquences à long terme de ses actions, d'anticiper les difficultés potentielles et de choisir le chemin qui mène à un bien authentique et durable, et non à des plaisirs éphémères ou à un profit illusoire. Ce n'est pas une simple attitude passive d'évitement des erreurs, mais le façonnement actif et conscient de la vie, en accord avec les plus hauts idéaux éthiques et ontologiques. L'un des aspects clés de la sagesse est la capacité de discernement et d'évaluation. La sagesse permet de distinguer le bien véritable du bien apparent, qui peut être extraordinairement séduisant pour la partie passionnée de l'âme. Elle aide à différencier les valeurs authentiques des notions illusoires et fausses, souvent imposées par le monde extérieur, les normes sociales ou les préjugés personnels. L'homme sage comprend que la richesse matérielle, la gloire extérieure, le statut ou les plaisirs sensuels éphémères ne sont pas un bien véritable et autosuffisant s'ils ne servent pas les fins supérieures de l'âme, s'ils ne conduisent pas à l'harmonie intérieure. Il sait séparer le précieux de ce qui est sans valeur, l'essence de l'illusion superficielle, et cela lui permet de faire des choix qui correspondent à sa nature véritable et rationnelle, et non au diktat de ses désirs instantanés. Ce n'est pas seulement une connaissance du bien et du mal, mais la capacité d'appliquer cette connaissance dans la pratique des situations complexes de la vie. La sagesse est aussi étroitement liée à une profonde connaissance de soi. Platon considérait que l'une des plus importantes injonctions, « Connais-toi toi-même », est fondamentale pour la sagesse. L'homme sage ne comprend pas seulement le monde extérieur, ses lois et ses principes, mais aussi sa propre essence intérieure. Il est conscient de la structure de son âme, de ses forces et de ses faiblesses, de la nature de ses désirs et de ses aspirations,
de ses penchants pour certaines passions ou manifestations de la volonté. Cette connaissance de soi permet à la raison de mieux maîtriser la volonté et les passions, car il en comprend les mécanismes, les causes de leur comportement, et peut trouver les moyens les plus efficaces pour les orienter et les harmoniser. Sans cette profonde compréhension intérieure, le gouvernement de l'âme ne serait qu'une tentative aveugle d'influencer quelque chose d'inconnu et d'incontrôlable. Le développement de la sagesse n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu et actif qui dure toute la vie. Elle n'est pas un don inné, mais une aspiration consciente et ininterrompue à la connaissance, à la vérité, à la contemplation philosophique de l'être. Cela exige un apprentissage constant, une immersion profonde dans la réflexion philosophique, le développement de la pensée critique, la capacité à une auto-analyse sans compromis et la volonté de rejeter les fausses croyances, même si elles sont habituelles ou confortables. La sagesse s'acquiert par les efforts constants de la raison, par une véritable philosophie, ce qui signifie littéralement « amour de la sagesse ». C'est grâce à cette quête inlassable de la connaissance et de la vérité que l'orige devient de plus en plus habile, expérimenté et sage dans son art de gouverner, et que sa maîtrise du char de l'âme se perfectionne. C'est un travail intérieur permanent sur soi-même. La sagesse n'assure pas seulement l'harmonie intérieure de l'âme individuelle, elle est aussi le fondement d'un gouvernement juste de la société. Platon, dans son œuvre monumentale « La République », affirmait que l'état idéal doit être gouverné par des philosophes rois, ceux qui ont atteint la sagesse et sont capables de voir l'idée du bien, et qui, par conséquent, comprennent ce qui est véritablement juste et bon pour l'ensemble de la société. C'est l'extension directe du principe de la justice intérieure au niveau social. Le souverain sage, à l'instar de l'orige sage, sait ce qui est le meilleur pour le tout, pour la communauté entière, et est capable de diriger les actions de tous les citoyens vers le bien commun, en évitant l'égoïsme et les conflits. Ainsi, la sagesse est non seulement une vertu personnelle, mais aussi la plus haute vertu sociale, le gage de la prospérité, de la stabilité et de la justice dans un grand État. En conclusion, la sagesse représente pour Platon le sommet de toutes les vertus de la partie rationnelle de l'âme, son plus haut accomplissement. Ce n'est pas un simple savoir, mais une compréhension profonde et universelle du vrai et du bien, qui permet à la raison de diriger efficacement toutes les autres parties de l'âme, assurant ainsi l'harmonie, la justice et l'intégrité intérieure. Elle est cette lumière éclatante qui dissipe les ténèbres de l'ignorance et des illusions, cette boussole fiable qui indique le chemin vers une vie vertueuse, sensée et heureuse, et ce fondement inébranlable sur lequel repose tout le système éthique de Platon. Sans la sagesse, toute tentative de gouverner l'âme ne serait qu'une errance dans l'obscurité, et la vie humaine, un potentiel non réalisé. C'est le don principal et la tâche la plus importante de la raison humaine. Nous avons déjà exploré en détail la sagesse comme la plus haute vertu de la partie rationnelle de l'âme, celle qui sert de lumière et de boussole à notre vie intérieure, assurant la direction et le bon cap. Poursuivant à présent notre contemplation de l'harmonie de l'âme et de ses vertus, nous nous tournons vers la vertu suivante, une vertu clé et d'une importance vitale. Le courage. C'est la vertu qui appartient à la partie ardente de l'âme, que Platon, dans son allégorie du char, a représentée sous les traits du noble coursier. Le courage, selon Platon, n'est pas une simple absence de peur ou une témérité irréfléchie. C'est la capacité consciente et profonde de la partie ardente à soutenir les décisions de la raison, à suivre le droit chemin et à agir avec constance face à toutes les difficultés, tous les dangers, toutes les pressions extérieures ou toutes les tentations intérieures. Il est la manifestation active de la volonté, guidée par la raison. Pour Platon, le véritable courage n'a rien de commun avec une audace irréfléchie, qui peut conduire à des actes insensés et funestes. Ce n'est pas une simple bravoure physique, bien que celle-ci puisse certainement en être l'une des manifestations dans certaines situations. Le véritable courage est la capacité de conserver le juste jugement de la raison sur ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre, même face à une douleur intense,
à un danger réel, à une sévère réprobation sociale, à des pertes personnelles ou à une menace pour sa propre vie. Le noble coursier, le thumos, est le symbole de la force, de l'énergie et de la détermination. Le courage lui permet de canaliser cette puissante force intérieure pour soutenir sans faillir les décisions de l'orige, la raison, empêchant le cheval rétif, les passions, de faire dévier le char de sa course par une peur panique, par la paresse, par l'aspiration à un plaisir facile ou par l'évitement de l'inconfort. Il est ce soutien intérieur inébranlable qui permet à l'individu de rester fidèle à ses principes et de ne pas s'écarter de la vérité, même lorsque les circonstances deviennent extrêmement défavorables. Le courage est étroitement lié à la ténacité, à la constance et à la persévérance. Dans la vie, surgissent inévitablement de nombreux obstacles et épreuves, tant des difficultés extérieures, maladies, misère, injustice sociale, perte d'être cher, échec professionnel, que des épreuves intérieures, doute sur ses propres forces, désespoir, peur intense, conflits internes. L'homme courageux ne baisse pas les bras face à ces défis, il ne cède pas au découragement. Il trouve en lui les ressources intérieures pour continuer à agir conformément à ses convictions les plus hautes et à ses décisions rationnelles, même lorsque le chemin devient extraordinairement difficile, inconfortable ou semble sans issue. Cette ténacité provient directement de la partie ardente de l'âme qui, étant dirigée et éduquée par la raison, transforme les difficultés, non pas en barrières infranchissables, mais en occasions de croissance personnelle, de renforcement du caractère et de développement. Elle permet à l'individu non seulement de survivre dans des conditions difficiles, mais de prospérer dignement en dépit des circonstances, tout en préservant son intégrité intérieure. L'un des aspects les plus importants du courage est la capacité de résister aux tentations intérieures et extérieures. Le cheval rétif des passions nous tire constamment vers des plaisirs instantanés et éphémères qui, à première vue, semblent séduisants, mais qui peuvent être nuisibles ou même immoraux à long terme. Le courage de la partie ardente joue un rôle clé pour aider la raison à contenir efficacement ces puissantes attirances. Cela ne signifie pas une suppression totale des désirs, ce qui est impossible et non souhaitable, mais leur orientation contrôlée et raisonnable. Par exemple, une personne peut ressentir une très forte tentation de se reposer, de se divertir ou de rester inactive, alors qu'il est en réalité nécessaire de travailler sur un projet important ou de remplir ses devoirs. Le courage, dans ce cas, se manifeste par la capacité de renoncer à cette tentation en restant fidèle à ses obligations, à ses objectifs à long terme définis par la raison et à sa responsabilité. C'est aussi le courage de résister à la forte pression sociale qui incite au conformisme, à l'acceptation de valeurs douteuses, à la participation à des actes immoraux ou au reniement de ses propres principes. Le véritable courage permet à l'individu d'aller à contre-courant si la vérité et la justice l'exigent. Le courage, dans la vision platonicienne, est aussi le défenseur inébranlable de la justice et des principes moraux. Le noble coursier, en tant que gardien de l'âme, monte la garde des impératifs moraux et des principes éthiques qui ont été compris et définis par la raison. Lorsque la raison détermine ce qui est juste, droit ou bon, le courage donne la force intérieure pour défendre cette justice, même si cela exige des combats, des sacrifices personnels, des risques ou des conflits. Cela peut être le courage de dire la vérité face au mensonge, lorsque cela est dangereux. Le courage de défendre les faibles, les démunis ou ceux qui sont injustement lésés. Le courage de lutter contre l'injustice dans la société, même si cela signifie s'opposer aux puissants de ce monde. Sans le courage, même la plus profonde compréhension de la justice risque de n'être qu'un savoir théorique, impuissant et non incarné dans des actions réelles et concrètes. Il est la force agissante qui transforme les principes éthiques en actes réels, leur donnant une portée pratique. Le développement du courage, tout comme celui de la sagesse, est un processus constant et intentionnel d'éducation de la partie ardente de l'âme. Cela exige un entraînement continu,
une autodiscipline rigoureuse et une pratique constante dans le dépassement des petites et grandes difficultés. De même que l'on entraîne un cheval puissant pour qu'il ne soit pas seulement fort mais aussi docile et gouvernable, de même la partie ardente doit être éduquée pour qu'elle soit constante, fiable et qu'elle soutienne toujours la raison. Cela signifie la capacité délibérée de surmonter la paresse, de vaincre la peur, de maîtriser la colère, de développer l'endurance, la patience et la détermination. Cela peut inclure aussi bien des exercices physiques qui endurcissent le corps et la volonté, que des entraînements mentaux qui enseignent à gérer les émotions et à se concentrer sur un objectif. Chaque fois qu'une personne choisit consciemment le chemin difficile mais juste, chaque fois qu'elle résiste à une pression intérieure ou extérieure, elle renforce inévitablement son courage, le rendant plus constant et plus fiable. Si la partie ardente de l'âme n'est pas développée correctement ou ne se trouve pas sous la direction effective de la raison, cela peut conduire à deux extrêmes funestes, la lâcheté ou la témérité. La lâcheté, c'est lorsque le noble coursier cède complètement à la peur, à la pression intérieure ou extérieure, et refuse d'avancer, laissant l'orige impuissant face aux défis. Cela mène à la passivité, à l'évitement des responsabilités et à l'incapacité de réaliser son potentiel. La témérité, à l'inverse, c'est lorsque la partie ardente agit de manière trop impulsive, irréfléchie, aspirant à la gloire, au combat ou au risque pour eux-mêmes, sans tenir compte des évaluations rationnelles de la situation, des conséquences potentielles ou de la menace réelle. Le courage est ce juste milieu d'or entre ces deux extrêmes, permettant d'agir avec détermination, mais toujours de manière réfléchie, pondérée, sous le contrôle de la raison, en choisissant la meilleure voie. Elle est une vertu d'une importance vitale pour la partie ardente de l'âme, une vertu nécessaire au fonctionnement harmonieux de l'être humain tout entier. Le courage est cette force active qui permet à la raison de traduire ses sages décisions en actes, de surmonter tous les obstacles, tant extérieurs qu'intérieurs, et de résister avec succès aux tentations qui pourraient nous égarer. Il est le bouclier intérieur qui protège la justice et donne à l'individu la capacité de vivre dignement, audacieusement et avec cohérence, même face aux plus grands dangers et aux plus grandes épreuves. Sans le courage, la sagesse de la raison risquerait de n'être qu'un savoir théorique, non incarné dans des actions réelles, et l'âme serait faible et incapable de surmonter les défis de la vie, ce qui conduirait inévitablement au désordre intérieur. Il est indispensable pour que le noble coursier remplisse son rôle d'allié dévoué, puissant et résolu de la raison sur le chemin d'une vie vertueuse. À présent, pour parachever le tableau de l'harmonie platonicienne de l'âme, nous nous tournons vers la dernière, mais non moins cruciale, des vertus, la tempérance, ou la modération. Cette vertu appartient à la partie passionnée de l'âme, que Platon, dans son allégorie du char, a représentée sous les traits du cheval rétif. C'est précisément la tempérance, qui est cet élément permettant à l'orige, la raison, de maîtriser et de diriger efficacement la force la moins docile, mais en même temps la plus puissante et la plus immédiate de notre âme, la sphère de nos désirs, de nos instincts et de nos plaisirs. La tempérance, ou comme on la traduit souvent la modération ou la retenue, est la vertu clé qui dompte les appétits effrénés du cheval rétif. Elle est capable de mettre en ordre les désirs nombreux et souvent contradictoires de la partie passionnée, en ne leur permettant pas de se transformer en passions insatiables et destructrices. Pour Platon, cette vertu ne signifie pas une suppression totale ou un renoncement ascétique à tous les plaisirs corporels. Au contraire, la tempérance est l'art de trouver le juste milieu d'or, en permettant au désir de se manifester dans des limites raisonnables, des limites qui ne nuisent ni à la santé de l'âme ni à celle du corps, qui n'entrent pas en conflit avec les décisions rationnelles et qui n'entravent pas l'accomplissement des fins supérieures. Pourquoi est-il si important de maîtriser les désirs et les passions ? Si le cheval rétif est laissé sans surveillance et n'a pas de limites claires, ses impulsions deviennent dominantes. Cela conduit aux excès, la gloutonnerie, la consommation excessive d'alcool, une soif incontrôlée de biens matériels, une paresse extrême, une sexualité irresponsable. De tels excès ne nuisent pas seulement à la santé physique,
mais ils détruisent aussi le monde intérieur de l'individu, faisant de lui l'esclave de ses propres instincts. Une personne soumise à des passions incontrôlées perd sa liberté, car ses actions sont dictées non par la raison, mais par des pulsions aveugles et souvent contradictoires. Elle devient impulsive, inconstante, et sa vie se transforme en une course perpétuelle après des plaisirs éphémères qui n'apportent jamais un bonheur véritable et durable. La tempérance donne à l'aurige la raison, la force et l'habileté de gouverner ses désirs. Elle est la capacité de maîtrise de soi et de discipline intérieure qui permettent à l'individu de renoncer à une gratification immédiate au profit d'objectifs à long terme, de principes moraux ou d'un bien supérieur. Par exemple, une personne raisonnable, guidée par la tempérance, peut se restreindre dans sa nourriture pour préserver sa santé, bien qu'elle ressente un fort désir de manger davantage. Elle peut renoncer à des dépenses futiles pour économiser en vue de choses plus importantes ou remettre à plus tard les loisirs au profit des études ou du travail. Cette vertu assure la paix intérieure non par la répression, mais par la mise en ordre. Lorsque les passions se trouvent sous le contrôle de la raison, elles cessent d'être une source de chaos et de conflits. Au lieu de cela, leur énergie peut être canalisée vers l'accomplissement d'objectifs positifs. Par exemple, l'énergie du désir peut être transformée en motivation pour la créativité, en aspiration à la connaissance ou au développement. La tempérance permet à la raison d'utiliser le potentiel de la partie passionnée pour soutenir l'harmonie générale de l'âme et non pour la détruire. Cela crée un sentiment de quiétude intérieure, car l'âme n'est plus déchirée entre des impulsions contradictoires. Le développement de la tempérance exige une pratique constante et une auto-éducation. Elle n'est pas un trait inné, mais le résultat d'efforts conscients. Cela signifie apprendre à reconnaître ses désirs, à comprendre leur nature et leur force, et à choisir délibérément lesquels satisfaire et lesquels refréner. C'est le processus par lequel on apprend au cheval rétif à obéir aux rênes, à devenir plus prévisible et moins enclin aux élans irréfléchis. Cela peut inclure la méditation, la pratique de la pleine conscience, la restriction volontaire de certains plaisirs pour renforcer la volonté et la discipline. Chaque refus conscient d'un désir excessif renforce la vertu de tempérance. Sans la tempérance, l'âme de l'individu se trouve dans un état d'instabilité et de vulnérabilité permanente. Elle devient une proie facile pour les tentations extérieures et les manipulations, car ses désirs peuvent être aisément utilisés contre elle. L'absence de contrôle sur les passions rend l'individu dépendant, incapable de prendre des décisions rationnelles et de vivre conformément à ses valeurs. Il perd sa liberté intérieure, car ses actions sont dictées par des facteurs extérieurs ou des pulsions internes incontrôlées, et non par son propre choix libre, dicté par la raison. En somme, la tempérance est la vertu fondamentale de la partie passionnée de l'âme. Elle est le moyen qui permet à la raison de mettre en ordre et d'harmoniser les désirs et les passions, en empêchant leurs excès. Elle assure la maîtrise de soi, la discipline intérieure, et permet à l'individu de vivre dans un état de paix intérieure, où toutes les parties de l'âme agissent de concert sous la direction de la sage raison. La tempérance est indispensable pour que le cheval rétif ne dévie pas de sa course et que sa puissante énergie soit utilisée pour le bien de l'âme tout entière. C'est la vertu qui permet à l'être humain d'être le véritable maître de ses désirs et non leur esclave. Nous nous sommes déjà longuement attardés sur l'essence de chacune des trois vertus fondamentales que Platon attribuait aux différentes parties de l'âme: la sagesse pour la partie rationnelle, le courage pour la partie ardente, et la tempérance, ou la modération, pour la partie passionnée. Cependant, pour saisir pleinement la conception platonicienne de l'harmonie intérieure, il ne suffit pas de considérer ces vertus de manière isolée. Au contraire, leur véritable force et leur signification se révèlent précisément dans leur interconnexion et leur fonctionnement concerté. C'est seulement lorsque ces vertus agissent de concert, sous la sage direction de la raison, que l'être humain peut atteindre une vie vertueuse. Un état que Platon considérait comme la véritable fin de l'existence humaine et le gage du bonheur authentique.
Imaginez un orchestre où chaque musicien joue de son instrument avec virtuosité. Mais si ces instruments ne jouent pas ensemble, sous la direction d'un chef qui connaît toute la partition, il ne naîtra, au lieu d'une symphonie harmonieuse, qu'un ensemble de sons agréables mais chaotiques. Il en va de même pour les vertus. La sagesse seule, sans le courage et la tempérance, risque de n'être qu'un savoir théorique, non incarné dans la vie. Le courage sans la sagesse peut se muer en témérité. La tempérance sans la sagesse peut n'être qu'une simple prudence, et non une maîtrise consciente. C'est pourquoi Platon insistait sur le fait que la véritable vertu n'est possible que dans leur intégration. La sagesse est l'architecte et le guide. Comme nous l'avons déjà établi, elle donne à la raison la capacité de voir la vérité, de comprendre ce qu'est le bien véritable et comment l'atteindre. Elle façonne le plan d'ensemble et détermine le but du voyage de l'âme. La sagesse indique quelles décisions sont justes, quelles actions sont droites, quels désirs sont opportuns. Elle est la source de tous les principes éthiques qui gouvernent la vie d'un individu. Sans la sagesse, les autres vertus seraient aveugles, dépourvues de direction claire ou de compréhension des fins supérieures. Le courage est la force exécutive qui met en œuvre le plan de la sagesse. Lorsque la sagesse de la raison a déterminé le droit chemin, c'est le courage de la partie ardente qui donne à l'individu la détermination et la ténacité pour suivre cette voie, en surmontant les obstacles. Il donne la force de résister à la pression extérieure, aux peurs, aux difficultés et aux tentations intérieures. Par exemple, si la sagesse indique la nécessité de dire la vérité, même lorsque cela est dangereux, c'est le courage qui permet à la personne de le faire. Si la sagesse dicte de lutter pour la justice, le courage donne la force de tenir bon dans ce combat. Sans le courage, même les décisions les plus sages risquent de rester lettre morte, se transformant en paroles vaines. La tempérance, ou la modération, est le contrôleur et l'harmonisateur des passions, veillant à ce que le plan de la sagesse soit exécuté sans entrave intérieure. Elle garantit que les passions du cheval rétif ne fassent pas dévier le char de la course définie par la raison. La tempérance permet de satisfaire les désirs corporels avec mesure, sans les excès qui pourraient nuire à la santé, à la raison ou à la moralité. Elle aide l'individu à éviter l'esclavage de ses propres désirs, en assurant une discipline intérieure. Par exemple, si la sagesse conseille la modération dans l'alimentation pour préserver la santé, la tempérance permet de refréner la faim. Si le courage s'oppose à la tentation de la paresse, la tempérance aide à maîtriser le désir de se reposer lorsqu'il faut travailler. Sans la tempérance, les passions peuvent ruiner n'importe quel plan, même le plus sage. Ainsi, la vie vertueuse n'est pas un simple ensemble de vertus distinctes, mais un état où les trois vertus interagissent en parfaite harmonie, sous la conduite de la raison. Cela signifie qu'un individu non seulement sait ce qui est bien, sagesse, mais qu'il a aussi la force de l'accomplir, courage, et la capacité de maîtriser ses désirs pour qu'il ne l'en empêche pas, tempérance. Dans cette unité, chaque vertu renforce les autres. La sagesse donne une direction au courage, le courage donne de la force à la tempérance, et la tempérance préserve l'espace nécessaire à la sagesse. Cela crée un cycle vertueux de perfectionnement de soi, où chaque partie de l'âme œuvre pour le bien du tout. L'importance de cette interconnexion pour l'être humain est immense. Premièrement, elle assure une stabilité intérieure. Une personne dont l'âme se trouve dans un tel état d'harmonie n'est pas sujette aux sautes d'humeur brutales, aux actes irréfléchis ou aux chutes morales. Son monde intérieur est ordonné, et elle est capable d'agir de manière cohérente et déterminée. Deuxièmement, elle mène à la véritable liberté. Platon considérait qu'un homme est libre, non pas lorsqu'il peut faire tout ce qui lui plaît, ce qui est l'esclavage des passions, mais lorsque sa raison est souveraine, et qu'il peut se gouverner lui-même, en accord avec la vérité et le bien. L'interaction des vertus permet d'atteindre cette liberté intérieure. Troisièmement, l'interconnexion des vertus est le fondement de l'autorité morale et du respect. Une personne qui mène une vie vertueuse est un exemple pour les autres. Ses paroles et ses actes sont cohérents, son caractère est constant.
Cela inspire la confiance et le respect, tant de la part des autres que de lui-même. Elle ressent une dignité intérieure qui découle de sa capacité à se gouverner. Enfin, la vie vertueuse, selon Platon, est le chemin vers l'eudaimonia, un concept souvent traduit par bonheur ou épanouissement. Ce n'est pas un simple sentiment de joie éphémère, mais un état de plénitude de l'être, d'harmonie intérieure et de réalisation du plus haut potentiel humain. L'eudaimonia ne s'obtient pas par des circonstances extérieures, mais par l'ordre intérieur de l'âme, lorsque la raison, la volonté et les passions agissent de concert, chacune dans sa sphère, sous la direction de la sagesse. Ce bonheur est stable, il ne dépend pas des épreuves extérieures, car sa source se trouve à l'intérieur même de l'individu. L'éducation à ces vertus est la tâche principale de la vie humaine. Cela exige un travail constant sur soi, une introspection, une réflexion philosophique, ainsi qu'une pratique dans la vie quotidienne. Chaque choix qu'une personne fait est une occasion de renforcer ou d'affaiblir l'une de ses vertus, et par conséquent, d'influer sur l'harmonie générale de son âme. En conclusion, dans la philosophie de Platon, l'interconnexion de la sagesse, du courage et de la tempérance est fondamentale pour l'accomplissement d'une vie vertueuse. Ces vertus n'existent pas séparément, mais s'entrelacent en un réseau unique, où chacune soutient et renforce les autres, permettant à la raison de gouverner efficacement l'âme. Ce n'est pas un simple concept théorique, mais un cheminement pratique vers l'harmonie intérieure, la liberté véritable et un bonheur durable qui découle d'une existence consciente et ordonnée. C'est seulement dans cette unité que l'être humain peut réaliser son plus haut potentiel et vivre dignement. Nous achevons à présent notre voyage à travers les labyrinthes complexes, mais en même temps merveilleusement logiques et profonds, de l'allégorie platonicienne de l'âme, représentée sous la forme d'un char. Nous avons examiné en détail chacune de ces parties, le sage Orige, la partie rationnelle, le noble coursier, la partie ardente, et le cheval rétif, la partie passionnée, ainsi que les vertus correspondant à chacune d'elles, la sagesse, le courage et la tempérance. Nous avons pris conscience de leur profonde interconnexion et de la manière dont, en agissant de concert, elles façonnent une vie vertueuse. Le moment est maintenant venu de récapituler comment cette métaphore antique, née il y a des millénaires, nous offre une voie éternelle vers l'harmonie intérieure et la perfection dans un monde contemporain, empli de défis et de changements rapides. L'essence de l'enseignement platonicien sur l'âme réside en ce que le bonheur véritable et une vie pleinement accomplie ne sont pas le fruit du hasard ou le résultat de circonstances extérieures, mais la conséquence directe de l'ordre intérieur et de la maîtrise de soi. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, d'exigences et de tentations, il est extraordinairement facile de perdre son équilibre intérieur. Le cheval rétif de nos passions peut aspirer à une gratification instantanée à travers la surconsommation, les dépendances, ou encore la recherche constante d'approbation extérieure sur les réseaux sociaux. Le noble coursier de notre volonté peut se lancer dans une quête de gloire irréfléchie, de pouvoir pour le pouvoir, ou dans la défense agressive de ses positions, sans tenir compte des arguments raisonnables. Sans un sage Orige qui tient fermement les rênes, ces forces conduiront inévitablement au chaos intérieur, à l'épuisement et à un sentiment de non-sens. Le char de Platon nous offre un outil concret pour l'introspection. Il nous incite à nous demander régulièrement « Qui conduit mon char en ce moment ?» Ma raison, l'Orige, est-elle suffisamment sage pour voir la vérité et fixer les bons objectifs ? Ma volonté, le noble coursier, est-elle assez courageuse et constante pour traduire ses objectifs en actes, en surmontant les obstacles ? Mes passions, le cheval rétif, sont-elles suffisamment tempérées et maîtrisées pour ne pas me faire dévier de ma course et pour servir de source à une saine énergie vitale ? C'est un dialogue permanent avec soi-même qui permet de déceler les déséquilibres et de travailler à les corriger. Le chemin vers l'harmonie intérieure, selon Platon, est un chemin de perfectionnement et d'éducation de soi constant. Ce n'est pas une réussite ponctuelle, mais un processus ininterrompu d'apprentissage et d'entraînement de toutes les parties de l'âme.
Le développement de la sagesse signifie non seulement une éducation formelle, mais aussi une quête constante de la vérité à travers la réflexion philosophique, la lecture, la discussion, la pensée critique. C'est la capacité d'analyser l'information, de distinguer les faits des conjectures, de contempler en profondeur les événements de la vie et de tirer des conclusions fondées sur la raison et non sur les émotions. C'est aussi la faculté d'autoréflexion, la compréhension de ses propres préjugés, de ses faiblesses, la prise de conscience de ses propres motivations. C'est précisément ce travail intellectuel permanent qui permet à l'orige de devenir toujours plus expérimenté et clairvoyant. L'éducation au courage exige des efforts conscients pour surmonter les peurs, la paresse, les difficultés. Cela peut se manifester par la capacité à prendre ses responsabilités, à défendre ses principes, même si c'est inconfortable ou risqué. Le courage signifie aussi la capacité à endurer l'inconfort émotionnel, les déceptions et les échecs, sans abandonner et sans renoncer au chemin choisi. C'est l'entraînement de la partie ardente pour qu'elle soit une alliée forte et fiable de la raison, toujours prête à agir selon ses commandements, même lorsqu'il faut aller à contre-courant. La pratique de la tempérance est peut-être la plus difficile, car elle touche aux instincts les plus profonds et les plus puissants. Elle signifie non pas l'interdiction des désirs, mais leur mise en ordre et leur intégration dans une vie harmonieuse. C'est l'apprentissage de l'équilibre en toutes choses, dans l'alimentation, le sommeil, les loisirs, les aspirations matérielles. C'est le refus des excès qui nuisent à la santé ou entravent la raison. C'est la restriction consciente de soi, là où la satisfaction excessive peut mener à la dépendance ou à la perte de contrôle. La tempérance transforme l'énergie des passions, de forces potentiellement destructrices, en une source d'énergie vitale au service du bien de l'âme tout entière. Lorsque tous ces éléments fonctionnent de concert, l'âme atteint cet état de justice dont nous avons parlé précédemment. Ce n'est pas une simple absence de conflit, mais un état actif et dynamique, d'ordre intérieur et de perfection. Une telle âme est indépendante des circonstances extérieures, car son bonheur ne provient pas du monde extérieur, mais de sa structure interne. Elle n'est pas ébranlée par les vents du destin, demeurant stable et intègre. L'individu qui a atteint cette harmonie intérieure est véritablement libre, libre de la tyrannie de ses propres désirs, des peurs qui paralysent, de la pression extérieure qui le force à agir à l'encontre de ses principes. L'actualité du char de Platon dans le monde contemporain est extraordinaire. À l'ère de la surcharge informationnelle, des stimulations constantes et du culte de la gratification instantanée, l'enseignement de Platon nous rappelle l'importance de la concentration intérieure. Il nous appelle non pas à simplement réagir aux événements extérieurs, mais à façonner activement notre monde intérieur, à éduquer notre raison, notre volonté et nos passions. C'est une philosophie qui nous transforme de consommateurs passifs de la vie en ses créateurs actifs, qui construisent consciemment leur propre architecture intérieure. Le char de Platon est plus qu'une simple métaphore. C'est une feuille de route vers une vie pleine et heureuse. C'est une invitation à un travail intérieur permanent, à une contemplation philosophique de soi et du monde. C'est un rappel que la bataille la plus importante ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, et que la victoire dans cette bataille, qui consiste à soumettre l'âme à la raison, est le plus haut accomplissement que l'être humain puisse atteindre. Puisse cette sagesse antique, telle la lumière d'un phare, illuminer votre propre chemin vers l'harmonie intérieure et la perfection. Puisse-t-elle vous rappeler l'existence de votre propre char, les rênes que vous tenez, et le fait que c'est vous, et vous seul, qui êtes l'orige choisissant la direction.